Le joueur d'échecs, Stefan Zweig. Vous vous imaginez sans doute que j'ai immédiatement tiré le livre de sa cachette pour le contempler et le lire. Je n'en fis rien. Je voulus d'abord savourer toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre. Et je retardai à dessein le moment de le voir, pour le plaisir excitant de rêver en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. Surtout imprimé très serré, avec le plus de texte possible. Des feuillets très fins, afin que j'aie plus longtemps à lire. J'espérais aussi que ce serait une œuvre difficile, qui demanderait un gros effort intellectuel, rien de médiocre. Quelque chose qui puisse s'apprendre, qui se puisse apprendre par cœur, de la poésie, et de préférence quel rêve téméraire, Goethe ou Homère. Enfin, je ne contins plus mon désir et ma curiosité, étendu sur mon lit de façon que le gardien, s'il entrait tout à coup, ne puisse me surprendre, je tirai en tremblant le livre de sous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus dépité et amèrement déçu. Ce livre que j'avais escamoté au prix des plus grands dangers, ce livre qui avait éveillé en moi de si brûlants espoirs, n'était qu'un manuel d'échecs, une collection de 150 parties jouées par des maîtres. N'eusse-je pas été enfermé et verrouillé, j'aurais dans ma colère jeté le livre par la fenêtre, car au nom du ciel, que pouvais-je tirer de cette absurdité ? Au temps où j'étais au lycée, j'avais essayé, comme la plupart de mes camarades, de déplacer des pions sur un échiquier, les jours où je m'ennuyais. Mais comment me servir de cet ouvrage théorique ? On ne peut jouer aux échecs sans partenaire, encore bien moins sans échiquier et sans pièces. Je feuilletai le volume avec mauvaise humeur, dans l'espoir d'y découvrir tout de même quelque chose à lire, un avant-propos, des instructions, mais il ne contenait que des diagrammes tout secs, dans des encadrés, de parties célèbres, avec au-dessous des lignes qui me furent d'abord incompréhensibles. A2, A3, F1, G3, et ainsi de suite. C'était, me semblait-il, une sorte d'algèbre dont je n'avais pas la clé. Mais peu à peu je compris que les lettres A, B, C désignaient les lignes longitudinales, les chiffres de 1 à 8 les transversales, et que ces coordonnées permettaient d'établir la position de chaque pièce au cours de la partie. Ces représentations purement graphiques étaient donc une manière de langage. Je pourrais peut-être, me dis-je, fabriquer ici, dans ma cellule, une espèce d'échiquier et essayer ensuite de jouer ces parties. Grâce au ciel, je m'avisai que mon drap de lit était grossièrement quadrillé. Plié avec soin, il finit par faire un damier de 64 cases. Je cachai alors le livre sous le matelas, après en avoir arraché la première page, puis je prélevai un peu de mie sur ma ration de pain et j'y modelai des pièces. Un roi, une reine, un fou et toutes les autres. Elles étaient bien informes. Mais je parvins non sans peine à reproduire sur mon drap de lit quadrillé les positions que présentait le manuel. Néanmoins, lorsque je tentai de jouer une partie entière, j'échouai d'abord, les premiers jours, à cause de mes ridicules pièces en mie de pain, que j'embrouillais continuellement parce que je n'avais pu mettre sur les noirs que de la poussière en guise de peinture. 5 fois, 10 fois, 20 fois, je dus recommencer cette première partie. Mais qui au monde disposait de plus de temps que moi dans cet esclavage où me tenait le néant? Qui donc aurait pu être plus avide et plus patient? Au bout de 6 jours, je jouais déjà correctement cette partie. 8 jours après, je n'avais plus besoin des pièces en mie de pain pour me représenter les positions respectives des adversaires sur l'échiquier. 8 jours encore et je supprimais le drap quadrillé. Les signes A1, A2, C7, C8 qui m'avaient paru si abstraits au début se concrétisaient à présent automatiquement dans ma tête en images visuelles. La transposition était complète. L'échiquier et ses pièces se projetaient dans mon esprit, et les formules du livre y figuraient immédiatement des positions. J'étais comme un musicien exercé qui n'a qu'un coup d'œil à jeter sur une partition pour entendre aussitôt les thèmes et les harmonies qu'elle contient. Il me fallut encore 15 jours pour être en état de jouer de mémoire, ou, selon la formule consacrée, à l'aveugle, toutes les parties d'échecs exposées dans le traité. Je compris alors quel inappréciable bienfait ce vol audacieux m'avait valu, car j'avais maintenant une activité, absurde ou stérile si vous voulez, mais une activité tout de même, qui détruisait l'empire du néant sur mon âme. Je possédais, avec ces 150 parties d'échecs, une arme merveilleuse contre l'étouffante monotonie de l'espace et du temps. Pour conserver son charme à ma nouvelle occupation, je partageais désormais méthodiquement ma journée,
2 parties le matin, 2 parties l'après-midi, et le soir une brève révision des 4. Ainsi mon temps était rempli, au lieu de se traîner avec l'inconsistance de la gélatine, et j'étais occupé sans excès, car le jeu d'échecs possède cette remarquable propriété de ne pas fatiguer l'esprit et d'augmenter bien plutôt sa souplesse et sa vivacité. Cela vient de ce qu'en y jouant on concentre toutes ses énergies intellectuelles sur un champ très étroit, même quand les problèmes sont ardus. J'avais d'abord suivi mécaniquement les indications du livre en reproduisant les parties célèbres, mais peu à peu cela devint pour moi un jeu de l'intelligence auquel je me plaisais beaucoup. J'appris les finesses, les ruses subtiles de l'attaque et de la défense, je saisis la technique de l'anticipation, de la combinaison et de la riposte. Bientôt je fus capable de reconnaître la manière caractéristique de chacun des joueurs célèbres, aussi sûrement qu'on reconnaît un poète à quelques vers d'une de ses œuvres. Ce qui n'avait été d'abord qu'une manière de tuer le temps devint un véritable amusement, et les figures des grands joueurs d'échecs, Algechin, Lasker, Pogglebuggo, Tartakower, vinrent, tels de chers camarades, peupler ma solitude. La variété anima désormais ma cellule muette, et la régularité de ces exercices rendit leur assurance à mes facultés intellectuelles. Cette discipline d'esprit très exacte leur donna même une acuité nouvelle, dont les interrogatoires bénéficièrent les premiers. Sans le savoir, j'avais sur l'échiquier amélioré ma défense contre les menaces feintes et les détours perfides. Dès lors, je n'eus plus aucune défaillance devant mes juges, et il me sembla que les hommes de la Gestapo commençaient à me regarder avec un certain respect. Peut-être se demandaient-ils par-devers eux où je puisais la force de résister si fermement quand ils voyaient tous les autres s'effondrer. Ce temps heureux, où je refis systématiquement les 150 parties du manuel, dura environ 3 mois. Là, parvenu au point mort, je me retrouvai brusquement à nouveau devant le néant, car une partie jouée 20 ou 30 fois n'avait plus l'attrait de la nouveauté. Sa vertu était épuisée pour moi. Quel sens cela avait-il de répéter sans cesse les parties, quand je savais chaque coup par cœur? L'ouverture déclenchait automatiquement les suivants. Il n'y avait plus de surprise, plus d'émotion, plus de problème. Pour m'occuper, pour me rendre cet effort et ce divertissement dont je ne pouvais plus me passer, il eût fallu un second volume avec d'autres modèles. Comme c'était tout à fait exclu, il ne me restait qu'une issue dans cette direction aberrante. Je devais inventer d'autres parties que j'essayerais de jouer avec moi-même, ou plutôt contre moi-même. Et, bien je ne sais pas à quel point vous avez réfléchi à l'état d'esprit où vous plonge ce roi des jeux, mais il suffit d'une seconde pour faire comprendre que, le hasard n'y ayant aucune part, c'est une absurdité de vouloir jouer contre soi-même. L'attrait du jeu d'échecs réside tout entier en ceci que 2 cerveaux s'y affrontent, chacun avec sa tactique. L'intérêt de cette bataille intellectuelle vient de ce que les Noirs ne savent pas comment vont manœuvrer les Blancs, et qu'ils cherchent sans cesse à deviner leurs intentions pour les contrecarrer, tandis que de leur côté les Blancs essayent de percer à jour les secrètes intentions des Noirs et de les déjouer. Si donc les 2 camps sont représentés par la même personne, la situation devient contradictoire. Comment un seul et même cerveau pourrait-il à la fois savoir et ne pas savoir quel but il se propose, et, en jouant avec les Blancs, oublier sur commande son intention et ses plans, fait la minute précédente avec les Noirs. Un pareil dédoublement de la pensée suppose un dédoublement complet de la conscience, une capacité d'isoler à volonté certaines fonctions du cerveau, comme s'il s'agissait d'un appareil mécanique. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que de vouloir marcher sur son ombre. Et, bien pour me résumer, pendant des semaines, c'est à cette absurdité, à cette chose impossible que le désespoir me fit tendre, pendant des mois. Mais je n'avais pas le choix. Pour échapper à la folie et à la totale décrépitude de mon esprit, mon atroce situation m'obligeait à tenter ce dédoublement de mon esprit entre un moi blanc et un moi noir, si je ne voulais pas être écrasé par le néant horrible qui me cernait de toutes parts. Monsieur B se renversa sur sa chaise longue et ferma les yeux un instant. On eût dit qu'il chassait avec effort un souvenir importun. De nouveau, au coin gauche de sa bouche reparut l'étrange crispation qu'il ne pouvait réprimer.